t'épuises à vouloir tout contrôler, tout protéger, tout sauver, comme si chaque regard, chaque jugement, chaque échec pouvait décider de ta valeur. Et si je te disais que ta véritable puissance commence le jour où tu agis comme si rien n'avait d'importance? Pas par indifférence, pas par froideur, mais par lucidité stratégique. Machiavel n'enseignait pas le cynisme. Il révélait une vérité dérangeante. Celui qui semble détaché devient imprévisible, et celui qui est imprévisible devient dangereux. Aujourd'hui, nous allons explorer ce paradoxe troublant. Comment le lâcher-prise peut devenir une arme intérieure? Comment l'apparente nonchalance peut dissimuler une maîtrise absolue? Nous parlerons de ton ego, de tes peurs, de ton besoin d'approbation et de la manière dont tout cela te rend manipulable. Écris en commentaire. Je ne m'en dis plus l'importance. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une vérité silencieuse t'attend, une révélation que peu osent affronter. Renversement de pouvoir, un homme observait les princes tomber non pas par manque de force, mais par excès d'attachement. Nicolas Machiavel n'a jamais prôné l'absence de valeur. Il a étudié la mécanique du pouvoir et compris une chose fondamentale. Celui qui montre trop ce qui lui tient à cœur révèle ses failles. Dans son œuvre majeure, Le Prince, il explique que le dirigeant efficace doit apprendre à maîtriser ses apparences, à ne pas se laisser gouverner par ses émotions visibles. Ce que beaucoup ont interprété comme du cynisme était en réalité une compréhension profonde de la psychologie humaine. Agir comme si rien n'avait d'importance ne signifie pas ne rien ressentir, mais ne pas laisser le monde deviner ce qui peut te blesser ou te contrôler. Avec le temps, cette idée a été caricaturée, vidée de sa subtilité, alors qu'elle répond directement aux blessures modernes. Notre obsession de validation, notre peur du rejet, notre dépendance au regard d'autrui. Ce savoir n'a pas été perdu, il a simplement été mal compris, car il exige un courage intérieur que peu acceptent de cultiver. Ce que tu vas entendre maintenant ne flattera pas ton besoin d'être compris. Il va fissurer quelque chose en toi. Parce que derrière ton désir d'être respecté, aimé, reconnu, se cache une dépendance silencieuse. Pour comprendre la stratégie de Machiavel, tu dois accepter une idée troublante. Ce n'est pas la force qui te rend puissant, c'est ton détachement apparent. Entrons dans ce mécanisme invisible. Le premier principe que tu dois comprendre est que ton besoin d'importance te rend lisible comme un livre ouvert. Chaque fois que tu cherches à prouver ta valeur, à corriger une critique, à défendre ton image, tu offres aux autres une carte précise de tes faiblesses. Celui qui veut absolument être respecté révèle qu'il doute encore de lui-même. Celui qui s'empresse de répondre à l'offense montre exactement où il peut être touché. Machiavel observait que les hommes sont gouvernés moins par la vérité que par les perceptions, et que la perception la plus dangereuse est celle de la dépendance. Si ton humeur dépend d'un message, d'un regard ou d'un silence, alors ton centre de gravité est à l'extérieur de toi. Agir comme si rien n'avait d'importance, ce n'est pas nier la douleur, c'est refuser d'en faire un spectacle exploitable. Imagine une négociation où l'autre sent que tu as absolument besoin de conclure. Il fera monter le prix. Imagine une relation où l'autre comprend que tu as peur de perdre. Il testera tes limites. Ton attachement excessif crée un déséquilibre. Le détachement apparent rétablit la symétrie. Lorsque tu apprends à ralentir tes réactions, à ne pas répondre immédiatement, à ne pas te justifier à la moindre accusation, tu crées un vide. Et ce vide devient un espace de projection pour les autres. Ils ne savent plus exactement ce que tu penses, ni ce que tu ressens. L'imprévisibilité commence là. Ce principe exige un travail intérieur profond, car il heurte ton ego qui réclame reconnaissance et sécurité. Pourtant, plus tu cesses de quémander l'importance, plus ton attitude change subtilement. Tu écoutes davantage, tu parles moins, tu observes plus finement. Tu comprends que l'importance ne se réclame pas, elle se dégage. Et paradoxalement, le jour où tu n'as plus besoin d'être validé, c'est souvent ce jour-là que le respect commence à s'installer autour de toi. Le deuxième principe que tu dois intégrer est celui du détachement stratégique. Vouloir sans paraître vouloir
est une forme de maîtrise que peu de personnes développent. Lorsque tu montres trop clairement ton désir, tu actives une dynamique de pouvoir où l'autre devient détenteur de ce que tu convoites. Dans une discussion professionnelle, dans une relation affective, même dans une simple interaction sociale, celui qui semble le plus investi perd souvent l'avantage. Ce n'est pas une question de manipulation grossière, mais d'équilibre invisible. Le détachement stratégique consiste à agir avec intensité intérieure tout en conservant une apparente légèreté extérieure. Tu travailles dur, mais tu ne sembles pas désespéré. Tu aimes profondément, mais tu ne te rends pas captif. Tu ambitionnes grand, mais tu n'affiches pas l'urgence. Cette posture crée une tension subtile. Les autres se demandent jusqu'où va ton intérêt réel. Ils hésitent à te sous-estimer. Ils ne savent pas si tu es prêt à partir ou à rester. Cette ambiguïté maîtrisée te protège. Elle empêche qu'on t'enferme dans un rôle prévisible. Pour appliquer ce principe, tu dois apprendre à différer tes réponses émotionnelles. Lorsque tu reçois une proposition, ne montre pas immédiatement ton enthousiasme. Lorsque tu subis une critique, ne montre pas immédiatement ton irritation. Laisse un espace entre le stimulus et ta réaction. Cet espace est ton territoire stratégique. C'est là que tu choisis consciemment ton attitude. Machiavel aurait dit que le prince doit savoir dissimuler ses véritables intentions lorsque cela sert sa stabilité. Dans ta vie quotidienne, cela signifie que tu peux désirer ardemment réussir sans laisser voir que ton identité dépend du résultat. Ce détachement n'est pas une froideur, c'est une discipline. Et plus tu l'exerces, plus tu deviens libre d'agir sans être enchaîné par l'image que les autres ont de toi. Le troisième principe que tu dois affronter est la tyrannie silencieuse de ton ego. Ton ego ne cherche pas la vérité, il cherche la confirmation. Il veut être vu, reconnu, applaudi. Il souffre lorsque l'attention se détourne. Et c'est précisément cette soif qui te rend manipulable. Si quelqu'un sait que tu as besoin d'être admiré, il peut t'accorder de petites doses d'approbation pour obtenir ce qu'il veut. Si quelqu'un comprend que tu crains d'être ignoré, il peut te punir par le silence. Agir comme si rien n'avait d'importance, c'est refuser de nourrir cette dépendance. Cela commence par l'observation honnête de tes réactions. Pourquoi cette remarque te dérange-t-elle autant ? Pourquoi ce message non répondu te trouble-t-il ? Derrière chaque agitation se cache un attachement à l'image que tu veux préserver. Machiavel savait que les hommes sont sensibles à l'honneur et à la réputation, et que c'est par là qu'on les influence. Lorsque tu cesses de courir après l'image parfaite, tu rends ce levier moins efficace. Concrètement, cela signifie accepter d'être mal compris sans te précipiter pour rectifier. Accepter qu'on ne t'applaudisse pas sans perdre ton élan. Continuer à avancer même lorsque l'attention diminue. Ce principe demande du courage, car il implique de traverser des moments de vide. Ton ego protestera. Il te dira que tu dois réagir, corriger, expliquer. Mais plus tu restes stable, plus tu sens une solidité nouvelle émerger. Tu ne te définis plus par l'écho extérieur, mais par ta cohérence intérieure. Et cette cohérence produit une forme de calme qui intrigue. Les autres perçoivent que ton centre n'est plus à leur merci. Ils peuvent tenter de provoquer, de flatter ou d'ignorer, mais ta trajectoire ne change pas facilement. C'est là que commence une véritable autonomie psychologique. Le quatrième principe que tu dois maîtriser est celui du silence émotionnel. Non pas le silence passif de celui qui subit, mais le silence actif de celui qui observe. Dans un conflit, celui qui parle le plus révèle souvent le plus. Il dévoile ses craintes, ses attentes, ses limites. Le silence, en revanche, crée une zone d'incertitude. Lorsque tu ne réagis pas immédiatement à une provocation, tu prives l'autre de la gratification qu'il recherchait. Lorsque tu écoutes sans t'emporter, tu montres que ton équilibre ne dépend pas de l'attaque. Ce silence n'est pas un vide, c'est une présence dense. Il exige que tu tolères l'inconfort de ne pas te défendre tout de suite. Pourtant, c'est dans cet espace que se joue la bascule du pouvoir. Machiavel observait que la peur et l'amour sont des forces puissantes, mais que la stabilité d'un dirigeant
repose surtout sur sa capacité à ne pas être emporté par ses émotions visibles. Dans ta vie, cela signifie apprendre à différer l'explosion. Si un collègue te critique injustement, respire avant de répondre. Si un proche te blesse, prends le temps de clarifier en toi ce que tu ressens. Ce délai change la qualité de ta réponse. Il transforme une réaction impulsive en décision stratégique. Le silence émotionnel te permet également d'écouter davantage. Tu perçois les incohérences, les intentions cachées, les sous-entendus. Tu deviens plus fin dans ton analyse. Et plus tu sembles imperturbable, plus les autres hésitent à t'attaquer frontalement. Ils ne savent pas ce qui t'atteint réellement. Ce principe n'implique pas d'étouffer tes émotions, mais de les gouverner. Agir comme si rien n'avait d'importance, ici, signifie que tu choisis quand et comment exprimer ce qui compte pour toi. Cette maîtrise transforme profondément la manière dont on te perçoit. Le 5e principe que tu dois intégrer est le paradoxe du pouvoir inversé. Plus tu sembles détaché, plus les autres cherchent à capter ton attention. C'est une dynamique presque invisible mais constante. Lorsque tu cours après quelqu'un, tu renforces sa position. Lorsque tu sembles capable de partir sans drame, tu modifies l'équilibre. Dans une relation, celui qui paraît le moins dépendant possède souvent une influence subtile. Non parce qu'il méprise, mais parce qu'il ne s'accroche pas. Cette posture crée un mystère. Les autres se demandent ce qui te motive réellement. Ils cherchent à comprendre ce qui pourrait te retenir. Ce paradoxe se retrouve aussi dans le travail. Si tu montres que ton identité repose entièrement sur un poste, tu perds une partie de ton pouvoir de négociation. Si tu agis avec compétence, tout en laissant percevoir que tu pourrais évoluer ailleurs, ton positionnement change. Machiavel aurait reconnu cette mécanique, le pouvoir ne se proclame pas, il se suggère. Pour appliquer ce principe, tu dois apprendre à cultiver des alternatives intérieures. Avoir des projets, des compétences, des options qui ne dépendent pas d'un seul résultat. Cette richesse intérieure rend ton détachement crédible. Tu n'as plus besoin de simuler l'indifférence, car tu sais que ta valeur ne repose pas sur une unique validation. Plus tu incarnes cette stabilité, plus les autres ajustent leur comportement. Ils deviennent plus attentifs, plus respectueux, parfois plus prudents. Ce paradoxe révèle une vérité troublante. Ce que tu poursuis avec avidité te fuit souvent, et ce que tu es prêt à laisser partir se rapproche. Maintenant, demande-toi honnêtement, dans quel domaine de ta vie montres-tu encore trop clairement que cela compte pour toi, au point de perdre ton avantage? Le 6e principe que tu dois affronter est le lien invisible entre ta peur de perdre et la perte elle-même. Plus tu redoutes qu'une situation t'échappe, plus ton comportement devient tendu, contrôlant, parfois excessif, et cette tension finit par créer exactement ce que tu voulais éviter. Lorsque tu t'accroches à une relation par crainte d'abandon, tu deviens soupçonneux, exigeant, hyper vigilant, et cette pression étouffe progressivement l'autre. Lorsque tu t'agrippes à une position professionnelle par peur d'être remplacé, tu surjoues, tu cherches à prouver sans cesse ta valeur, et cette agitation trahit une insécurité que les autres perçoivent. Machiavel comprenait que la stabilité d'un dirigeant dépend de sa capacité à ne pas agir sous l'emprise de la panique. La peur rend prévisible et la prévisibilité rend vulnérable. Agir comme si rien n'avait d'importance, ici, signifie rompre le cycle de l'anticipation anxieuse. Cela ne veut pas dire que tu ne tiens pas à ce que tu as construit, mais que tu refuses d'agir à partir de la terreur de le perdre. Concrètement, cela implique d'accepter mentalement la possibilité de la perte. Si cette relation devait se terminer, qui serais-tu encore? Si ce poste disparaissait, quelles ressources internes te resteraient? En te confrontant à ces questions, tu découvres que ton identité est plus vaste que l'objet de ton attachement. Cette prise de conscience diminue l'urgence qui transparaît dans tes gestes. Tu parles plus calmement, tu décides plus lucidement, tu laisses davantage d'espace. Et paradoxalement, cette détente réduit la probabilité de rupture, car les autres ne se sentent plus enfermés par ta peur. Ils perçoivent une stabilité qui rassure. Ce principe te demande un courage particulier. Accepter l'impermanence sans dramatisation. Lorsque tu cesses de lutter désespérément contre ce qui pourrait arriver,
tu récupères une énergie immense. Tu redeviens stratège plutôt que prisonnier de ton imagination. Et cette posture change profondément la manière dont les événements se déploient autour de toi. Le 7e principe que tu dois intégrer est que le véritable lâcher-prise n'est pas une fuite, mais une stratégie consciente de positionnement intérieur. Beaucoup confondent détachement et indifférence, alors qu'il s'agit d'une discipline active. L'indifférence est une fermeture, une forme de résignation froide. Le lâcher-prise stratégique est une ouverture lucide. Tu continues d'agir, de construire, d'aimer, mais sans te confondre avec le résultat. Machiavel observait que celui qui dépend entièrement d'un seul appui devient fragile. Le prince avisé multiplie ses soutiens, mais surtout, il cultive une solidité qui ne repose pas sur une affection unique ni sur une circonstance particulière. Dans ta vie, cela signifie que tu poursuis tes objectifs avec intensité, tout en acceptant que leur réalisation ne définisse pas ton essence. Lorsque tu entres dans une discussion importante, tu prépares tes arguments, mais tu n'exiges pas que l'issue corresponde exactement à ton scénario. Lorsque tu lances un projet, tu y investis ton énergie, mais tu ne lies pas ton estime personnelle au succès immédiat. Cette posture crée une liberté intérieure remarquable. Tu oses davantage, car tu n'es plus paralysé par la peur de l'échec. Tu prends des décisions plus audacieuses, car ton identité ne vacille pas au moindre revers. Ce principe transforme ta relation au monde. Tu ne cherches plus à contrôler chaque détail, mais à influencer avec discernement ce qui dépend réellement de toi. Agir comme si rien n'avait d'importance, dans sa forme la plus profonde, signifie que tu as compris que ton centre ne peut être confisqué par les circonstances. Tu choisis ton attitude, même lorsque les résultats échappent à ta volonté. Et cette souveraineté intérieure devient la base d'une puissance discrète, presque invisible, mais terriblement efficace. Tu as compris les mécanismes visibles. Maintenant, il faut descendre plus bas. Ce que nous allons explorer n'est plus seulement une posture extérieure, mais une architecture intérieure. Agir comme si rien n'avait d'importance n'est pas une technique sociale. C'est une reconfiguration profonde de ton rapport au pouvoir, au désir et à toi-même. Prépare-toi à affronter des vérités stratégiques que peu acceptent réellement. La première vérité stratégique que tu dois accepter est que ce que tu prétends maîtriser te possède souvent en secret. Tu peux répéter que tu es détaché, que l'opinion des autres ne t'atteint pas, que la perte ne t'effraie pas, mais observe tes micro-réactions. Un silence prolongé, un regard froid, une absence de reconnaissance suffisent-ils à troubler ton calme intérieur? Si oui, alors ton centre est encore vulnérable. Machiavel comprenait que le pouvoir réel ne réside pas dans les déclarations, mais dans la stabilité face à l'épreuve. Beaucoup jouent au détachement comme on joue un rôle, mais leur corps trahit l'attention, leur ton change, leur regard se durcit. Cette dissonance crée une faille perceptible. La vérité stratégique ici est brutale. Tant que quelque chose peut te faire perdre ton axe, cette chose a un ascendant sur toi. Agir comme si rien n'avait d'importance ne signifie pas anesthésier ton cœur, mais identifier précisément ce qui le déstabilise. Cela demande une observation honnête de tes dépendances invisibles. Besoin d'être compris, peur d'être remplacé, désir d'être indispensable. Plus tu mets ces attachements en lumière, plus tu reprends du pouvoir sur eux. Concrètement, cela implique d'exposer volontairement ton ego à de petites frustrations. Ne pas répondre immédiatement, accepter d'être contredit sans corriger, tolérer l'incertitude sans chercher à combler le vide. Ce travail te révèle à toi-même. Tu découvres que ton agitation ne vient pas des événements, mais de ton interprétation. Lorsque tu stabilises ton interprétation, tu neutralises la prise extérieure. Cette vérité stratégique transforme ton rapport au monde. Tu ne cherches plus à contrôler chaque situation. Tu apprends à contrôler ta réponse. Et cette maîtrise silencieuse est plus impressionnante que n'importe quelle démonstration de force. La deuxième vérité stratégique que tu dois accepter est que la surexposition émotionnelle affaiblit ton influence. Notre époque glorifie la transparence totale. Tout dire, tout montrer, tout partager. Pourtant,
Machiavel aurait vu dans cette exposition constante une dilution du mystère, donc une perte de pouvoir. Lorsque tu révèles immédiatement tes intentions, tes frustrations, tes ambitions, tu simplifies la tâche de ceux qui veulent t'anticiper. Le pouvoir stratégique repose souvent sur une part d'opacité. Cela ne signifie pas mentir, mais choisir avec précision ce que tu dévoiles et à quel moment. Si tu annonces à tous ton besoin urgent de réussir, tu rends visible ton point de pression. Si tu exposes chaque blessure en temps réel, tu offres une cartographie de tes vulnérabilités. Agir comme si rien n'avait d'importance, ici, signifie que tu ne laisses pas transparaître l'intensité de tes enjeux. Tu peux poursuivre un objectif avec ardeur, sans afficher l'urgence qui t'habite. Cette retenue crée une profondeur. Les autres perçoivent une stabilité, même s'ils ignorent la force réelle de ton ambition. Concrètement, cela implique de réduire tes réactions publiques. Avant de publier une émotion, interroge-toi. Est-ce stratégique? Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Cette discipline renforce ton aura. Elle te rend moins prévisible. Les individus qui gardent une part d'invisible suscitent plus d'attention que ceux qui se livrent entièrement. Cette vérité stratégique n'est pas un appel au masque permanent, mais à la gestion consciente de ton image. En contrôlant le rythme et la quantité de ce que tu révèles, tu transformes ta présence. Tu n'es plus un flux émotionnel accessible à tous, mais une profondeur que l'on ne cerne pas facilement. Et cette profondeur impose un respect discret. La troisième vérité stratégique que tu dois accepter est que ton désir le plus intense est aussi ton point de négociation le plus fragile. Lorsque tu veux quelque chose au point d'en faire une nécessité identitaire, tu cèdes une part de ton pouvoir. Machiavel savait que celui qui dépend d'un seul soutien devient manipulable. Dans une relation, si l'autre sent que tu as absolument besoin de lui, il peut tester tes limites. Dans une carrière, si ton estime repose sur un titre précis, ton supérieur perçoit ton attachement et peut t'en jouer. Agir comme si rien n'avait d'importance ne signifie pas supprimer le désir, mais refuser qu'il devienne vital à ton équilibre. La stratégie consiste à élargir ton horizon intérieur. Si cette option disparaît, d'autres restent possibles. Si cette porte se ferme, ton identité ne s'effondre pas. Concrètement, cela implique de cultiver des alternatives, compétences multiples, projets parallèles, relations diversifiées. Plus ton monde intérieur est vaste, moins un seul élément peut t'asservir. Cette vérité stratégique demande un travail sur ton rapport à la rareté. Ce que tu considères comme unique perd une partie de son emprise lorsque tu développes d'autres sources de sens. Tu continues à désirer, mais sans implorer. Tu négocies, mais sans trembler. Cette posture modifie profondément les dynamiques. Les autres sentent que tu pourrais partir si nécessaire. Ils comprennent que ta présence est un choix, non une supplication. Et ce choix libre a plus de poids qu'une dépendance déclarée. Lorsque ton désir cesse d'être une chaîne, il devient une direction. Et une direction assumée, sans attachement excessif, est plus puissante qu'une obsession criante. La quatrième vérité stratégique que tu dois accepter est que le détachement mal compris peut devenir un masque d'orgueil. Certains adoptent une posture froide, distante, persuadés qu'ils incarnent la maîtrise, alors qu'ils fuient simplement leur vulnérabilité. Machiavel n'a jamais conseillé l'insensibilité absolue, mais la gestion intelligente des apparences. Si ton détachement est une réaction défensive, il finit par isoler. Agir comme si rien n'avait d'importance ne doit pas te couper de la réalité émotionnelle, mais t'en rendre maître. La vérité ici est subtile. Tu dois discerner si ton calme est une stratégie consciente ou une protection contre la peur. Si tu refuses d'aimer pour éviter d'être blessé, ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'évitement. Si tu méprises ceux qui s'attachent, tu trahis ton propre besoin de supériorité. Le véritable lâcher-prise stratégique implique d'accepter l'importance intérieure tout en contrôlant son expression extérieure. Tu peux aimer intensément et pourtant rester stable si la relation vacille. Tu peux investir dans un projet et rester cohérent si le succès tarde. Concrètement,
Cela demande un dialogue intérieur honnête. Suis-je détaché ou anesthésié? Suis-je lucide ou cynique? Cette distinction est cruciale, car un détachement authentique renforce tes liens, tandis qu'un détachement défensif les fragilise. Lorsque tu trouves l'équilibre, tu deviens à la fois profond et stable. Les autres perçoivent ta capacité à t'engager sans t'effondrer. Cette combinaison inspire confiance. Elle montre que ton calme n'est pas une carapace, mais une force. Et cette force, parce qu'elle est intégrée et non feinte, devient difficile à ébranler. La 5e vérité stratégique que tu dois accepter est que la rareté crée l'attraction, mais seulement si elle est authentique. Lorsque tu te rends trop disponible, trop prévisible, trop accessible, tu diminues la tension qui nourrit l'intérêt. Machiavel observait que l'attente et l'incertitude influencent profondément le comportement humain. Si les autres savent que tu seras toujours là, que tu répondras immédiatement, que tu accepteras sans condition, ils cessent d'évaluer ta valeur. Agir comme si rien n'avait d'importance signifie que tu n'organises pas ta vie autour de l'approbation constante. Tu réponds lorsque tu choisis de répondre. Tu acceptes lorsque cela correspond à tes critères. Cette autonomie crée une distance saine. Elle ne vise pas à manipuler, mais à préserver ton centre. Concrètement, cela implique de redéfinir tes priorités. Ton temps est limité. Ton énergie est précieuse. Lorsque tu les distribues sans discernement, tu banalises ta présence. En revanche, lorsque tu sélectionnes tes engagements, tu renforces leur poids. Les autres apprennent que ton attention n'est pas automatique. Elle se mérite par la réciprocité et le respect. Cette vérité stratégique révèle une dynamique paradoxale. Plus tu sembles capable de t'éloigner, plus on cherche à te retenir. Plus tu incarnes la liberté, plus ta présence devient désirable. Cependant, cette rareté doit être sincère. Si elle est artificielle, elle se fissure rapidement. Elle doit découler d'une vie intérieure riche, de projets personnels, d'une direction claire. Lorsque ton existence ne dépend pas d'un seul regard, ta posture change naturellement. Et cette posture influence subtilement toutes tes interactions. La 6e vérité stratégique que tu dois accepter est que le vide peut être une arme silencieuse. Dans une discussion tendue, le silence prolongé met souvent l'autre mal à l'aise. Dans une négociation, l'absence de réaction immédiate pousse parfois l'interlocuteur à révéler davantage qu'il ne l'aurait prévu. Le vide crée une tension psychologique que beaucoup cherchent à combler trop vite. Machiavel comprenait que l'anticipation et l'incertitude façonnent le comportement humain plus efficacement que la confrontation directe. Lorsque tu réponds instantanément à chaque attaque, à chaque proposition, à chaque provocation, tu donnes un rythme que l'autre peut exploiter. Lorsque tu introduis un espace, tu reprends le contrôle du tempo. Agir comme si rien n'avait d'importance signifie que tu n'es pas pressé de prouver, de corriger, de rassurer. Tu laisses le silence travailler. Concrètement, cela implique de ralentir volontairement tes échanges. Après une remarque agressive, ne justifie pas immédiatement. Après une offre, ne montre pas tout de suite ton enthousiasme ou ton refus. Observe ce qui se passe lorsque tu ne combles pas le vide. Souvent, l'autre révèle ses intentions réelles, précise ses attentes ou adoucit son ton. Ce vide devient un révélateur. Il met en lumière l'impatience, l'insécurité ou l'excès d'assurance de ton interlocuteur. Cependant, cette stratégie exige une stabilité intérieure. Si le silence t'angoisse, tu le briseras trop tôt. Tu dois apprendre à tolérer l'inconfort de l'attente. Ce calme apparent renforce ton aura. Les autres perçoivent que tu n'es pas dominé par l'urgence. Tu choisis le moment de parler, le moment d'agir. Et ce choix délibéré transforme radicalement la dynamique des échanges. La 7e vérité stratégique que tu dois accepter est que la souveraineté intérieure est la forme la plus élevée de détachement. Tant que ton humeur dépend des résultats, des réactions ou des circonstances, tu restes vulnérable aux fluctuations extérieures. Machiavel aurait reconnu qu'un dirigeant véritablement solide ne s'effondre pas au premier revers, ni ne s'enivre au premier succès. Il conserve une ligne stable. Agir comme si rien n'avait d'importance, dans son sens le plus profond, signifie que ton identité ne se confond plus avec les événements. Tu peux réussir sans arrogance et échouer sans te dissoudre.
Cette souveraineté ne se construit pas en un jour. Elle exige une clarification de tes valeurs. Qui es-tu lorsque tout vacille? Quelle direction restes-tu prêt à suivre, même si l'approbation disparaît? Concrètement, cela implique de définir des principes internes qui ne dépendent pas des applaudissements. Lorsque tu décides d'agir selon ta cohérence, plutôt que selon la pression, tu récupères une puissance immense. Les autres peuvent influencer les circonstances, mais ils ne dictent plus ton centre. Cette posture change la manière dont tu traverses les crises. Tu analyses plutôt que paniquer. Tu ajustes plutôt que supplier. Tu choisis plutôt que subir. La souveraineté intérieure ne te rend pas insensible. Elle te rend stable. Et cette stabilité inspire autant qu'elle déstabilise ceux qui comptaient sur tes réactions pour te contrôler. Lorsque ton axe ne peut plus être déplacé facilement, ton influence devient plus dense, plus silencieuse, plus durable. C'est là que le détachement cesse d'être une technique et devient une identité. Comprendre ne suffit plus. Tu peux analyser le pouvoir pendant des heures, disséquer les mécanismes du détachement, mais tant que tu ne t'attaques pas à toi-même, rien ne change. Cette dernière étape est inconfortable, car elle ne vise plus les autres, mais ton propre conditionnement. Maintenant, tu vas apprendre à retourner la stratégie contre ton esprit. La première arme psychologique que tu dois utiliser contre toi-même est le délai volontaire de réaction. Ton esprit est programmé pour répondre immédiatement aux stimuli, surtout lorsqu'il touche ton ego. Un message provoquant, une critique injuste, une absence de réponse déclenche une impulsion quasi automatique. Tu veux corriger, défendre, expliquer, prouver. Cette impulsion est ton point faible. Chaque réaction immédiate te rend prévisible. Pour inverser ce mécanisme, impose-toi un délai. Pas symbolique, réel. Lorsque quelque chose te touche, attends consciemment. Respire. Laisse passer plusieurs minutes, parfois plusieurs heures avant de répondre. Ce simple espace change tout. Il t'oblige à observer ton émotion au lieu de la subir. Tu découvres que l'intensité diminue naturellement avec le temps. Ce qui semblait urgent perd de sa force. Cette arme fonctionne parce qu'elle brise le lien entre stimulus et action. Elle te redonne le contrôle du rythme. Dans un conflit, celui qui contrôle le rythme contrôle la dynamique. Si tu ralentis, tu désarmes l'escalade. Si tu refuses l'urgence, tu imposes ta cadence. Applique cette règle dans les discussions professionnelles, dans les échanges affectifs, même sur les réseaux sociaux. Plus tu pratiques ce délai, plus ton calme devient crédible. Les autres perçoivent que tu ne réagis pas sous pression. Ils hésitent davantage avant de te provoquer, car ils ne savent pas comment tu répondras ni quand. Cette incertitude renforce ton influence, mais l'objectif le plus profond est intérieur. Ce délai t'apprend que tu n'es pas ton émotion. Tu es celui qui choisit quoi en faire. Et cette prise de conscience transforme progressivement ta posture face au monde. La deuxième arme psychologique que tu dois utiliser contre toi-même est la rareté intentionnelle. Ton esprit te pousse à être disponible, à répondre vite, à accepter presque tout par peur de manquer une opportunité ou de décevoir. Cette disponibilité constante dilue ta valeur. Lorsque tu es toujours accessible, ton temps devient banal. Pour inverser cette dynamique, impose des limites visibles et invisibles. Ne réponds pas immédiatement à chaque sollicitation. N'accepte pas chaque invitation par réflexe. Crée des espaces où ton attention est protégée. Cette rareté n'est pas un jeu de manipulation, c'est une discipline de conservation. Elle t'oblige à hiérarchiser ce qui mérite réellement ton énergie. Concrètement, décide de plages horaires où tu es injoignable. Apprends à dire non sans justification excessive. Observe la réaction des autres lorsque tu ne cèdes plus automatiquement. Beaucoup ajusteront leur comportement car ton attention ne sera plus acquise d'avance. Cette arme agit aussi à l'intérieur. Elle t'apprend que tu n'as pas besoin d'être constamment validé pour exister. En réduisant ton exposition, tu renforces ton centre. Les relations deviennent plus équilibrées, les échanges plus respectueux. Tu découvres que ta présence gagne en poids lorsque tu ne la distribues pas sans discernement. La rareté intentionnelle est un acte de souveraineté. Elle affirme que ton temps est une ressource stratégique, non une monnaie d'approbation. Plus tu la pratiques,
plus ton calme s'installe. Tu n'es plus en quête permanente de stimulation ou de reconnaissance. Tu choisis où et quand tu t'engages. Cette sélection consciente modifie la perception que les autres ont de toi. Elle installe une distance saine, une tension subtile, une valeur perçue accrue. Et surtout, elle t'enseigne que ton importance ne dépend pas de ta disponibilité permanente, mais de la qualité et de la maîtrise de ta présence. La troisième arme psychologique que tu dois utiliser contre toi-même est la création systématique d'alternatives. Ton esprit s'accroche à une seule option, comme si elle déterminait ton avenir entier. Une seule relation, un seul poste, un seul projet deviennent centraux au point de générer anxiété et dépendance. Cette focalisation excessive réduit ton pouvoir. Pour neutraliser ce piège, développe volontairement des options parallèles. Si tu vis une relation intense, continue à nourrir tes amitiés, tes passions, ton autonomie. Si tu occupes un poste stratégique, améliore tes compétences, explore d'autres pistes professionnelles, élargis ton réseau. Cette multiplication d'alternatives crée une sécurité intérieure. Tu ne dépends plus d'un unique scénario. Concrètement, consacre du temps chaque semaine à renforcer un domaine indépendant de ton objectif principal. Cette démarche élargit ton horizon mental. Lorsque ton esprit sait qu'il existe d'autres portes, la peur diminue. Tu négocies différemment. Tu parles avec plus de calme. Tu prends des décisions plus audacieuses, car l'échec d'une option ne signifie pas l'effondrement total. Cette arme transforme la dynamique invisible du pouvoir. Les autres perçoivent que tu n'es pas piégé. Ta posture change. Tu n'implores plus, tu proposes. Tu ne supplies plus, tu choisis. La création d'alternatives est un acte stratégique profond, car elle modifie ta psychologie avant même de modifier la situation extérieure. Elle t'apprend que ton identité est plus vaste qu'une seule réussite. Plus tu construis ces appuis multiples, plus ton détachement devient authentique. Tu peux t'investir sans trembler. Tu peux aimer sans t'effondrer. Tu peux viser haut sans perdre ton axe. Cette sécurité intérieure renforce ton influence de manière subtile et durable. La quatrième arme psychologique que tu dois utiliser contre toi-même est le silence stratégique en situation de tension. Ton instinct te pousse à combler chaque vide, à te justifier immédiatement, à défendre ton image. Ce réflexe affaiblit ta position. Lorsque tu parles trop vite, tu dévoiles tes inquiétudes et tu offres des angles d'attaque. Pour inverser cela, impose-toi le silence comme première réponse. Dans un conflit, écoute sans interrompre. Dans une négociation, laisse l'autre préciser, argumenter, parfois se contredire. Ce silence crée une pression psychologique. Beaucoup de personnes supportent mal l'absence de réaction et révèlent davantage qu'elles ne le souhaitent. Concrètement, entraîne-toi à compter mentalement quelques secondes avant de répondre à une remarque sensible. Observe la montée d'émotion sans la traduire immédiatement en mots. Cette pause change la dynamique. Elle montre que tu n'es pas dominé par l'impulsion. Le silence stratégique te donne aussi le temps d'analyser. Tu perçois les nuances, les intentions cachées, les incohérences. Plus tu pratiques cette retenue, plus ton calme devient crédible. Les autres hésitent à te provoquer, car ils ne savent pas comment tu réagiras. Ce silence n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. Il transforme une situation explosive en espace d'observation. Intérieurement, il t'apprend que tu n'es pas obligé de défendre chaque détail de ton image. Tu choisis tes batailles, tu choisis tes mots. Cette sélection renforce ton autorité. En cessant de remplir chaque vide, tu récupères le contrôle du rythme. Et celui qui contrôle le rythme influence la direction des échanges. La cinquième arme psychologique que tu dois utiliser contre toi-même est la confrontation volontaire à l'impermanence. Ton esprit cherche la sécurité absolue, la garantie que rien ne changera. Cette quête est illusoire. Plus tu luttes contre la possibilité de perte, plus tu deviens anxieux et rigide. Pour briser cette dépendance, entraîne-toi à imaginer lucidement le scénario que tu redoutes. Si cette relation se terminait, que resterait-il de toi? Si ce projet échouait, quelles ressources conserverais-tu? Cette visualisation n'est pas pessimiste, elle est stratégique. Elle réduit la peur en la regardant en face. Concrètement,
Écris les conséquences possibles d'une perte et les solutions réalistes que tu pourrais activer. Tu découvriras que ton identité ne s'effondre pas si facilement. Cette prise de conscience diminue la tension qui transparaît dans ton comportement. Tu deviens plus souple, moins possessif, moins crispé. Les autres ressentent cette stabilité. Ils ne se sentent plus enfermés par ta peur. Cette arme agit profondément sur ton rapport au monde. Elle t'apprend que rien n'est permanent, mais que ta capacité d'adaptation l'est. En acceptant l'impermanence, tu cesses de supplier la réalité. Tu commences à la traverser avec lucidité. Cette posture renforce ton détachement authentique. Tu n'agis plus sous la menace imaginaire de la catastrophe. Tu agis par choix. Et ce choix libre change la manière dont les événements se déploient autour de toi. La 6e arme psychologique que tu dois utiliser contre toi-même est la restructuration consciente de ton dialogue intérieur. Ton esprit répète souvent des phrases automatiques. « Je dois réussir. Je ne peux pas perdre cela. Ils doivent me respecter. » Ces impératifs créent une pression constante. Pour les neutraliser, remplace-les par des formulations de choix plutôt que de nécessité. Au lieu de dire « je dois absolument obtenir ce résultat », dis « je choisis de viser ce résultat ». Cette nuance modifie ton état interne. La nécessité crée la peur. Le choix crée la liberté. Concrètement, observe tes pensées durant la journée. Chaque fois que tu entends un impératif rigide, reformule-le en décision volontaire. Cette pratique diminue l'urgence émotionnelle. Elle te rappelle que ton identité n'est pas suspendue à un seul événement. Progressivement, ton rapport au succès et à l'échec change. Tu poursuis tes objectifs avec détermination, mais sans t'y enchaîner. Cette arme agit en profondeur car elle transforme la source de ton attachement. Au lieu de chercher à prouver ta valeur à travers chaque résultat, tu construis une cohérence indépendante. Les autres perçoivent cette stabilité. Ils sentent que tu n'es pas dominé par l'angoisse. Tu parles avec plus de calme. Tu décides avec plus de clarté. Cette restructuration mentale consolide toutes les autres armes. Elle installe une souveraineté durable. Tu ne combats plus seulement tes réactions visibles, tu modifies la structure invisible qui les génère. Et lorsque cette structure change, ton détachement cesse d'être un effort. Il devient une manière naturelle d'exister. La 7e arme psychologique que tu dois utiliser contre toi-même est l'entraînement quotidien à l'indépendance émotionnelle par de micro-renoncements volontaires. Ton esprit s'attache aux petites gratifications. Vérifier qui a répondu, rechercher un signe d'approbation, attendre une reconnaissance implicite. Ces gestes semblent anodins, mais ils entretiennent une dépendance subtile au regard extérieur. Pour inverser cette mécanique, choisis chaque jour de renoncer consciemment à une petite validation. Ne vérifie pas immédiatement une notification. Ne cherche pas à corriger une image mal comprise. Laisse une conversation se terminer sans vouloir la contrôler. Ces micro-renoncements renforcent ton autonomie. Concrètement, définis un exercice quotidien, différer une consultation, refuser une justification inutile, accepter un silence sans le combler. Observe l'inconfort initial. Il révèle ton attachement. Puis remarque comment cet inconfort diminue lorsque tu ne l'alimentes pas. Cette pratique construit une résistance intérieure. Elle t'apprend que tu peux exister sans confirmation immédiate. Plus tu répètes ces gestes, plus ton besoin de validation perd de son intensité. Les autres sentent cette transformation. Tu sembles plus stable, moins dépendant des réactions. Ton calme devient plus dense. Cette arme est la plus discrète, mais aussi la plus structurante. Elle transforme ton rapport quotidien au pouvoir. Tu ne cherches plus à capter l'attention, tu la laisses venir ou non. Tu n'implores plus l'importance, tu l'incarnes silencieusement. En t'entraînant à ces renoncements, tu développes une liberté profonde. Tu choisis ton implication au lieu de la subir. Et lorsque ton esprit comprend qu'il n'a pas besoin d'approbation constante pour rester solide, ton détachement cesse d'être une posture. Il devient une force intégrée, stable, presque invisible, mais capable de modifier durablement ta manière d'interagir avec le monde. Agir comme si rien n'avait d'importance n'est pas une invitation à l'indifférence. C'est une reconquête silencieuse de ton centre.
Lorsque tu cesses de courir après la validation, lorsque tu ralentis tes réactions, lorsque tu acceptes la perte comme possibilité sans en faire une catastrophe, tu changes d'axe. Tu ne deviens pas froid, tu deviens stable. Et la stabilité est une forme de pouvoir que peu savent cultiver. Machiavel n'enseignait pas la cruauté gratuite. Il révélait que celui qui se maîtrise ne se laisse pas manipuler. Tant que ton humeur dépend des regards, des réponses, des résultats, tu restes exposé. Le jour où tu comprends que ton identité ne se négocie pas, tout bascule. Les tensions perdent leur intensité. Les conflits cessent de te consumer. Les opportunités ne te déséquilibrent plus. Tu avances avec une densité nouvelle. Le détachement stratégique n'éteint pas ton ambition, il la purifie. Il t'apprend à vouloir sans supplier, à aimer sans t'effondrer, à négocier sans trembler. Ce chemin demande du courage, car il te confronte à tes dépendances invisibles. Mais c'est aussi le seul qui mène à une souveraineté durable. Alors, pose-toi cette question. Que deviendrait ta vie si plus rien d'extérieur ne pouvait confisquer ton centre? Si cette réflexion t'a touché, abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui doit comprendre que le véritable pouvoir commence à l'intérieur.